Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous vous entendez bien? Petit test de son. Ouais? Oui? Ok, excellent. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence virtuelle du Rendez-vous horticole, organisée et présentée par Espace pour la vie. Mon nom est Julie. Ça me fait plaisir d'être votre animatrice pour cette soirée. Vous allez voir, je suis en bonne compagnie. Mais avant de vous présenter mes invités, je voulais glisser un petit mot par rapport au Rendez-vous horticole. Alors, cette année, on souligne la 25e édition de cet événement. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le rendez-vous horticole, c'est une foire horticole qui a lieu au Jardin botanique ce vendredi, en fait, le 27 mai, jusqu'au dimanche, le 29 mai, de 9 h à 5 h. On vous invite en fait à rencontrer plus d'une quarantaine d'exposants. C'est vraiment un lieu de rencontre pour faire des belles découvertes. Vous avez accès à des conseils horticoles, des conseils de jardinage. Il y a évidemment des semis, des produits aussi qui vous sont offerts. C'est vraiment un bel endroit pour entamer la saison de jardinage. Alors, on vous attend en fin de semaine, mais comme on veut aussi que le rendez-vous horticole soit le plus accessible et le plus éducatif possible, on vous offre également un volet virtuel de conférence. Ça commence ce soir avec cet événement de table ronde d'ouverture, mais ça se poursuit. On a une conférence également ce soir à 19 h. On a également deux autres événements, un demain et un jeudi. Donc, ces quatre événements virtuels ont tous un petit quelque chose en commun, c'est la thématique. Une thématique qui s'intitule Le jardin comme lieu de rencontre. Parce que justement, le jardinage, c'est une occasion en or de se connecter avec la nature, mais c'est aussi un moment pour tisser des liens solidaires avec différentes personnes, différentes communautés. Puis, justement, j'ai des beaux invités, des belles personnes à vous faire découvrir qui vont nous parler de comment on peut cultiver des communautés solidaires. Alors, sans plus tarder, on pourrait saluer nos invités. Je vais commencer avec Marianne Viau. Bonsoir Marianne, merci d'être avec nous ce soir. Comment ça va? Ben oui, bonsoir Julie, ça va bien. Donc, juste me présenter un peu. Donc, biologiste de formation, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu de l'agriculture urbaine et je suis cofondatrice et présidente de Cultiver Montréal pour ce soir pour parler un peu de ce réseau qui est donc le réseau des agricultures montréalaises. Merci d'être avec nous. Et puis, on a aussi notre deuxième invitée, Sylvie Chamberlain. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, Sylvie Chamberlain, je suis co-directrice générale au Carrefour solidaire, Centre communautaire d'alimentation. En fait, j'ai une formation en travail social et en environnement qui m'a amenée sur la piste de l'agriculture urbaine à titre d'animatrice horticole dans mes tout débuts. Puis de fil en aiguille, je baigne dans ce milieu merveilleux de l'agriculture urbaine. On pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Parfait, oui, merci d'être avec nous. Et puis, ma dernière invitée, et non la moindre, c'est Magali Cazobon. Bonsoir Magali. Allô tout le monde, bonsoir, bonjour. Magali Cazauban, je suis la gérante des programmes d'agriculture urbaine à Centre-Paul-Roulant. Donc, Centre-Paul-Roulant, on est une popote roulante sur le plateau qui avons aussi des programmes d'agriculture, donc dont une ferme dans l'ouest de l'île et nos programmes d'agriculture urbaine ici dans nos bureaux. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Mais ça fait plaisir. En fait, tout le plaisir est pour nous. D'ailleurs, c'est ça, vos trois organisations, vos trois projets offrent, offrent tous des lieux d'échange puis des lieux de rencontre. Et justement, je pense qu'il y a des moments où vous avez de l'implication de bénévoles au sein de chacune des organisations. Est-ce que vous aimeriez nous en parler un petit peu plus? Ben oui, je peux bien amorcer la discussion. Donc, c'est ça que pour nous, Cultiver Montréal, nous, on est un organisme parapluie de plein d'organismes, d'entreprises, de collectifs en agriculture urbaine. Donc, vraiment, notre communauté, c'est celle-ci. Et on a la chance justement d'avoir, juste en 2021, on a eu 29 experts bénévoles qui sont venus échanger autant pour des comités de travail, les activités de réseautage, et en tout et pour tout, sur notre soixantaine de membres, on en a environ 35
qui sont vraiment dédiés à l'agriculture urbaine sociale, donc 2 parmi nous, le Centropole roulant et le Carrefour solidaire. Donc, on peut vraiment voir Cultiver Montréal comme une façon de catalyser ces êtres humains-là pour faire avancer l'agriculture urbaine à travers nos valeurs et nos actions communes. Puis, c'est clair qu'il y a tellement d'impact positif pour la communauté au sein de l'agriculture urbaine. Donc, juste en termes de santé physique, c'est connu que ça nous permet justement de faire de l'activité physique, de diminuer la tension artérielle. Puis au niveau de la santé mentale, ça permet de réduire le stress, d'améliorer l'estime de soi, en plus de socialiser. Je pense que c'est souvent ça que les bénévoles sur le terrain vont venir en premier dans une organisation, c'est pour ces points-là. Donc, je ne sais pas si, par exemple, Magali, tu veux confirmer un peu plus ce qui se passe dans ton point de vue, dans ton quartier. Oui, avec plaisir. Donc oui, à Centropole roulant, vraiment, les bénévoles, c'est notre plus grande richesse. Il y a zéro doute là-dessus. Depuis les débuts de la popote roulante, c'est des bénévoles qui font vraiment beaucoup du travail dans les cuisines, dans les livraisons et depuis longtemps maintenant aussi dans les jardins et à la ferme. Et avec nos quarts de bénévolat réguliers, les gens sont invités en fait à s'impliquer au niveau de leur capacité. Donc, si quelqu'un veut venir faire essayer un quart dans le jardin, ils sont les bienvenus. Si quelqu'un veut faire un quart hebdomadaire une fois par semaine en cuisine, ils sont les bienvenus aussi. Et il n'y a vraiment aucun doute que c'est à travers le bénévolat qu'il y a des liens super forts qui se créent et que la communauté se bâtit à travers s'approprier l'espace. Donc, si des bénévoles reviennent donc régulièrement, et c'est une appropriation de l'espace, ça devient une autre petite maison où on arrive et on crée des liens avec les employés, avec les personnes clientes qui reçoivent les repas aussi dans notre cas. Bon, j'ai essayé de me concentrer sur l'agriculture urbaine, mais en effet, on voit à quel point le bénévolat a un grand impact aussi pour donc acquérir des compétences. Donc, en étant ici et d'ailleurs, je viens de me faire livrer des capucines par la ferme. Donc, la ferme, Virginie de la ferme vient de m'apporter des semis qu'elle a partis à la ferme. À la ferme, on a des serres chauffées qui permettent de partir des semis plus facilement. Donc, par exemple, dans nos cadres bénévolat, quelqu'un va transplanter une capucine, on va montrer vraiment les étapes et ça va permettre à la personne on va peut-être l'inviter à apporter une capucine à la maison si on a des extras et de les encourager à mettre la main à la pâte, rentrer dans l'action, de contribuer à un monde où on est plus en contact avec la nature, puis où on a plus d'interactions humaines. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire pour les bénévoles. C'est vraiment la plus grande richesse au roulant, puis on voit aussi un terrain super fertile pour créer des liens au quotidien. Puis je sais qu'il y a Sylvie aussi avec nous du Carrefour solidaire. Veux-tu nous parler aussi de quoi ça a l'air de votre côté? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est également une très grande richesse. Le bénévolat au Carrefour, on en a de plus en plus. En plus, plus nos programmes grandissent, plus on a besoin en bénévoles. Donc, c'est vraiment une source vraiment précieuse pour le Carrefour. Et nous, la petite distinction en fait qu'on fait, c'est que justement, on distingue les bénévoles des participants. Donc, les participants qui vont être plus là au niveau de l'implication citoyenne qu'on pourra parler tout à l'heure, juste après. Mais les bénévoles, en fait, sont vraiment super importants en agriculture urbaine pour nous, surtout pour les grandes corvées, quand on va démarrer les saisons, installer le système d'irrigation, tout ce qui demande du gros travail physique en début de saison, là, c'est vraiment super important. Puis, les gens, en fait, embarquent, c'est toujours surprenant à quel point de dire on fait une corvée de jardinage. C'est vraiment tout le temps impressionnant à quel point les gens embarquent et viennent de contribuer au projet du quartier, puis qu'ensuite, c'est une porte d'entrée là, pour devenir des participants plus réguliers par après. Mais la porte d'entrée pour nous avec le bénévolat en agriculture urbaine, c'est vraiment en début de saison quand on va démarrer les jardins. Puis
On va aussi organiser des grandes corvées de bénévoles à la fin, à la fermeture des jardins aussi. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, après coup, on a des bénévoles qui sont plus réguliers, comme tu le disais aussi, Magali, qui vont revenir un peu plus à toutes les semaines, puis qui vont donner main forte aux animatrices horticoles. Je parle au féminin parce qu'on est vraiment une équipe féminine sur le terrain, là. Donc, ils vont venir vraiment donner un coup de main, tu sais, sur quand on a des grands groupes, quand on va avec les CPE, les écoles. Donc, on va avoir des bénévoles qui sont là pour soutenir l'équipe d'animatrices. Puis, je pense qu'on aura la chance de parler des participants là, qui font les séances de jardinage quotidiennement aussi. Dans le volet juste après, ouais, c'est ça. Donc, Oui, ouais, ben je te laisserai, merci. Julie. Ouais, merci Sylvie. Dans le fond, c'est ça, là, vous venez de nous présenter comment vos bénévoles participent au sein de vos différents projets. Puis, dans le fond, il y a aussi un volet plutôt implication citoyenne où justement vous ouvrez vos portes, littéralement, là, ou pas, vous me direz, mais aux citoyens. Puis, de quelle façon justement vous les invitez à s'impliquer au sein de vos organisations. Je ne sais pas si Marianne, tu voudrais nous en parler pour commencer. Ben oui, absolument. Ben, en fait, on est en plein festival Cultiver Montréal. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple comme événement justement qui ouvre la porte aux citoyens et citoyennes à l'agriculture urbaine et aux professionnels en agriculture urbaine pour qu'il y ait des connexions ensemble ainsi, tranquillement rendre notre ville plus verte. Donc, ça se passe durant tout le mois de mai. Hein, donc, ben, tranquillement, c'est en train de se terminer. Mais nous, on aime ça un peu sortir des sentiers battus. Donc, on se dit, pas juste le mois de mai, hein, ça va continuer jusqu'à la fin de semaine du 4-5 juin. Donc, restez à l'affût des prochains événements. Et bien sûr, on vous attend au rendez-vous horticole en fin de semaine pour voir une dizaine de membres de Cultiver de Montréal et bien entendu plein d'autres exposants super intéressants. Notre autre événement vitrine où on fait ce lien-là, mais là encore plus large, c'est à la fête des semences où là, il y a les liens avec les semenciers et semencières. Donc là, un peu comme Magali l'a dit, on permet de justement aux citoyens et citoyennes de voir jusqu'au départ, donc d'où nos aliments proviennent, de la semence. Vous pouvez sélectionner la variété que vous faites pousser avec les gens qui ont pris vraiment soin de les élaborer et vous expliquer comment bien le faire pousser en retour. Puis ben là, Cultiver Montréal, on a décidé qu'on ne voulait pas juste être là à travers quelques événements vitrines, mais tranquillement, on s'installe dans vos rues, hein, comme l'agriculture urbaine le fait de plus en plus. Donc, un super exemple, c'est l'avenue Mont-Royal où avec plein d'autres membres, comme justement la ferme de Centre-Paul-Roulant, on va prendre leur semis pour verdir la rue. Et ça se fait beaucoup en collaboration avec l'INAB, l'Institut national en agriculture biologique, donc qui est relié au cégep de Victoriaville, qui sont plein de gens spécialisés en agriculture qui vont s'assurer de rendre l'avenue Mont-Royal nourricière. Et à travers tout l'été, il y a plein de membres de Culture Montréal qui vont donner des ateliers aux citoyens et citoyennes pour qu'ils continuent à bâtir chez soi leur petite cour nourricière. C'est vraiment intéressant l'aspect holistique de l'agriculture urbaine dans l'espace public. Ça permet de les verdir, bien entendu, mais ça permet aussi aux communautés de mieux s'appartenir les rues et de créer une réappropriation. Que c'est à tout le monde, ce lieu-là, et on peut se le réapproprier à travers les plantes. C'est démontré que ça améliore la qualité de vie des personnes, ça augmente aussi le capital social, ça donne le goût de se rassembler, de discuter entre nous. Ça crée des occasions justement intergénérationnelles qui se verraient moins dans les milieux parce qu'on a le goût de se déposer et de jaser avec l'autre, ainsi de contribuer à l'exclusion, de lutter contre l'exclusion sociale. Donc, un autre milieu qui vraiment axe là-dessus, c'est clairement les terrasses froides avec Centre-Paul-Roulant. Donc, je laisserai Magali continuer dans cette vision de la rue un peu plus verte, justement. Oui, ben là, malheureusement, depuis 3 ans, pas très verte, mais plutôt en construction. Donc, les travaux se passent et on a vraiment hâte de mettre le projet permanent des terrasses froides en place. Donc, avant ça, c'était un projet temporaire qui a super bien été. On a vraiment pu voir l'énorme impact que le fait de verdir une rue peut avoir. Vous savez, à Centre-Paul-Roulant, on a un jardin sur le toit. D'ailleurs, c'est la photo derrière moi. On est très connus pour notre jardin sur le toit, mais très honnêtement, nous, on est
100 fois plus fan des terrasses rois. Si on avait à refaire un projet, on ne ferait pas un autre toit, on ferait un jardin sur rue. On sait que ça... Juste de côté accessibilité universelle, c'est déjà dans la rue, c'est ouvert à tout le monde. Je pense que le compteur des terrasses rois en 2019 avait compté comme 700 000 passants. Donc, c'est déjà un endroit qui circule. Marianne a très bien expliqué comme le type d'échanges qui peuvent se passer et l'appropriation d'un espace public qui devient un espace partagé, qui devient un espace inspirant où on est en contact avec la nature. Puis, parce que vraiment, même juste avoir à rentrer dans une bâtisse, ça peut être une barrière pour plein de monde. Et on sait qu'il y a des jardins sur rue, vraiment, on l'a vu, on continue de le voir, sont super importants pour 1000 raisons. Donc, c'est ça. Terrasse Roi, restez branchés, mais moi, je veux full entendre parler de Sylvie aussi, la promenade des saveurs. Je pense que ça se passe assez bien de votre côté, puis c'est vraiment excitant les nouveaux ajouts que vous avez faits, donc je te laisse la parole pour ça. Sylvie, juste avant, là, je veux juste être sûre que tout le monde est au courant. En fait, les terrasses rois, Magali, est-ce que tu peux juste nous situer? Est-ce que c'est à quel endroit pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ça? Oui, absolument. Excusez-moi, je me suis laissée emporter. Dans le fond, Terrasse Roi, c'est sur la rue Roy, entre Colonial et de Bullion. Donc, c'est vraiment le petit morceau de rue qui est devant le Centre Paul Roulant. Puis, un cool fact, une petite cool histoire, c'est qu'en fait, à la base, avant de naître les Terrasses Rois, on a notre événement annuel rue Fermier. Donc, c'était un jeu de mots qui était porte ouverte, rue Fermier. L'idée était de vraiment faire un grand événement de célébration et de venir rencontrer le roulant. Et pendant beaucoup, beaucoup d'années, on fermait au niveau de Colonial et de Bullion, on fermait pour avoir cette fête-là. Et la ville a rapidement vu que c'était un succès et que c'était un très bel endroit où fermer une rue, en fait. Il y a déjà des arbres, il y a comme, même côté circulation, ça n'impacte pas trop. Et donc, c'est né de ça, c'est né de notre événement rue Fermier, ce qui est une belle histoire. Et donc, voilà. Venez nous voir à la fin de cet automne ou certainement l'année prochaine. Là, on travaille sur une forêt nourricière, donc ça va être vraiment le fun. Pas juste des plantes potagères, mais on va avoir beaucoup d'arbres fruitiers, des buissons, des petites baies. Donc, on a très, très hâte de vous accueillir là-dedans et on remercie la patience de tout le monde pour ça. Merci, Magali. Oui, ça nous donne en effet envie d'aller visiter. Maintenant, Sylvie, oui, si tu veux nous présenter la promenade des saveurs, on est tout à l'écoute. Ben oui. Dans le fond, c'est aussi là, à l'image des terrassois, c'est un bout de rue entre de Rouen et la rivière. C'est la rue Dufresne. On est dans le quartier Centre-Sud. Donc, on a fermé une partie de la rue qui avait pas beaucoup d'adresses, en fait, sur cette voie-là. Et on est venu installer des contenants en géotextile, en fait, de grande capacité, des smart pots pour le nommer. Et en fait, cette année, on en a 150 qui se déploient sur cette rue-là. Puis, on fonctionne avec un système justement de goutte à goutte. Puis, la beauté de la chose aussi, c'est qu'avec cette rue-là, on a été capable d'approcher la GTI McDonald's, qui est une entreprise juste à côté, qui a toujours, tu sais, la porte a souvent été fermée où c'était plus difficile. Puis, voyant le succès, ben, ils nous ont permis d'utiliser une partie de leur stationnement. Fait que ça fait vraiment un super grand jardin. Puis, dans un secteur qui est très chaud aussi, fait que ça vient réduire les îlots de chaleur. C'est super, c'est vraiment agréable. Et on fonctionne avec des séances de jardinage. Donc, on a quelques séances de jardinage où les citoyennes des avirons puis des membres du Carrefour, en fait, s'inscrivent. Puis tout le travail, en fait, de l'entretien, là, se fait avec les gens. Fait que le but, c'était aussi, qu'est-ce que tu disais, Magali, tout à l'heure, de développer les compétences. Ben nous, c'est ce qu'on aime avec les séances de jardinage. On veut que ça reste ouvert, ces séances-là. On demande pas d'avoir une implication tout au long de la saison, on prend les gens où ils sont puis quand ils peuvent venir parce qu'on essaie de réduire au maximum les barrières à l'implication
pour que, justement, que ce soit naturel, que ce soit organique. Quand les gens viennent, ils s'inscrivent la journée même, s'il reste de la place, évidemment, là, mais c'est vraiment, on n'a pas besoin d'avoir une espèce de régularité où tu t'inscris pour toute la saison parce qu'on sait que ça ne correspond pas à tout le monde là, d'être capable de s'impliquer à ce niveau-là. Par contre, on encourage les gens à venir le plus souvent, le plus régulièrement pour développer les compétences, créer le lien d'appartenance encore plus fort, puis venir créer une communauté, en fait, autour de cette rue-là. Puis, nous, en fait, c'est un peu le success story aussi, là, excusez l'anglicisme, comme les terrasses rois, c'est que les gens se sont appropriés ce lieu-là. Tu sais, Marianne, tu le disais un peu, les jardins puis les rues ouvertes comme ça, où l'agriculture est présente, c'est des lieux où tout le monde se sent le bienvenu, peu importe qui t'es, peu importe d'où tu viens, c'est quoi ton profil, c'est quoi le revenu que tu fais, tout le monde se sent le bienvenu dans une rue comestible parce que tout le monde mange. Tu sais, tout le monde, c'est vraiment le point culminant, tu sais, la pierre angulaire, en fait, c'est que tout le monde a besoin de manger, puis c'est un peu... il y a une de nos participantes qui nous a dit que c'est comme un oasis en plein milieu du centre-sud, puis on le ressent en fait, cette oasis-là. Puis le dernier élément que je voulais ramener, en fait, c'est que même chose, je pense, pour les terrasses rois, tu me dis ton pro, mais c'est que la cueillette, l'auto-récolte se fait de façon naturelle par les membres de la communauté. Fait que oui, on a les séances de jardinage où on apprend, on développe nos compétences, où on va faire des grandes récoltes qui sont divisées aussi avec les jardiniers, mais il y a aussi tout le volume des récoltes qui se font en fait en dehors des séances de jardinage, puis qui se font par les gens qui vivent l'insécurité alimentaire ou non, dans la dignité, selon aussi leurs besoins, selon ce qu'ils ont envie de prendre. Et que ça, c'est vraiment un beau succès, une belle réussite parce qu'on sait qu'on vient répondre à un besoin dans le quartier, puis on sait que c'est bien utilisé. Fait que c'est super riche pour nous de continuer à maintenir cette rue-là. Ben, merci Sylvie, merci à vous trois. En fait, vos projets sont vraiment super intéressants, puis ça donne envie d'aller les visiter dès maintenant. En fait, aussi, ce qu'on mentionnait un petit peu plus tôt, en fait, c'est que oui, l'agriculture sociale a plusieurs impacts. On vient de voir justement comment des bénévoles peuvent s'impliquer, puis aussi à quel point ça permet de se réapproprier pour les citoyens des espaces. Mais dans le fond, comment on utilise aussi cette production? En fait, tu sais, le niveau de production des fois le niveau de production, pardon, n'est pas nécessairement aussi grand que certaines productions agricoles. Mais vous, dans ce contexte-là, il y a quand même des trucs qui sont produits et transformés, dirigés vers, je ne sais pas si c'est des commerces, mais vers des citoyens, des petites familles. Est-ce que vous voudriez nous en parler un petit peu? Ben oui, absolument. Julie, souvent, on ne pense pas que l'agriculture qui a un but social va nécessairement produire de la nourriture intéressante, mais au contraire, en fait, 23 des membres de Cultiver Montréal, à la base, étaient des organismes dédiés à la sécurité alimentaire et qui ont décidé de développer leur programme d'agriculture urbaine pour continuer d'axer sur cet élément-là et s'assurer d'une production alimentaire qui était saine et locale. Puis justement, c'est pas mal l'histoire de base de Centre-Paul Roulant et du Carrefour solidaire qui je vais leur laisser expliquer en détail dans pas trop long, mais reste que c'est important de réaliser qu'en étant connecté avec des jardins, qui soient communautaires ou collectifs associés à des organismes ou dans la rue, comme on vient de le spécifier, ça donne le goût aux gens de rapporter des légumes, des fruits qui ont été cultivés par eux-mêmes ou par d'autres qui connaissent, puis de les amener dans leur famille, puis ainsi, oui, leur faire augmenter leur propre alimentation en fruits et légumes, mais aussi plus en général, bien, leurs amis, leurs voisins, leur famille, et donc augmenter une saine alimentation en général. Puis, juste avoir un jardin communautaire, ça ouvre la porte à l'éducation. Puis, tu sais, on dit souvent, c'est bien beau donner du poisson, mais c'est encore mieux d'apprendre à pêcher. Donc, à force d'aller venir, on a parlé de corps de bénévolat ou de simplement
prendre de la nourriture en passant, ça attire les gens à vouloir apprendre eux-mêmes à faire pousser leur propre plant de tomates que moi j'ai en arrière, justement, avec moi dans le panel. Et ainsi, s'assurer que je mange fréquemment durant mon été des tomates ultra fraîches et biologiques sans aucun doute, vu que je ne veux pas mettre moi-même des engrais chimiques à l'intérieur. Donc, ça l'oblige à sensibiliser, à cuisiner, à manger plus santé et moins transformé. Puis, tout ça, ça fait partie de la sécurité alimentaire, mais qu'on néglige nécessairement. On parle tout le temps en termes de combien de kilos de fruits et de légumes qu'on donne, mais tout cet aspect d'éducation-là est essentiel et pas assez mis de l'avant, je crois, en termes d'augmenter la sécurité alimentaire sur l'île de Montréal. Puis, un autre aspect que je trouve super intéressant, c'est démontrer de plus en plus que ce type d'agriculture urbaine amène aussi des légumes culturels venant de partout, comme vu que la communauté vient souvent de partout dans le monde et que ça fait justement une porte d'entrée pour plusieurs bénévoles ou membres de la communauté de faire « Hey, moi, dans le pays d'où je viens, ben, on fait cultiver ce type de légumes-là, j'ai des semences, est-ce que vous voulez essayer avec moi? » Puis ça crée encore une fois une sorte de partage culturel super intéressant, en plus de faire des liens avec nos légumes d'ici, hein, le patrimoine, les légumes du patrimoine, remettre de l'avant ce qui était cultivé par les Premières Nations et ce qui est encore cultivé par eux. Et donc, continuer à faire ces liens-là, autant avec les communautés locales que les communautés à travers le monde, puis ainsi créer des liens plus forts. Puis, on en parlait avec les jardins de rue, ça pique la curiosité. Moi, sincèrement, là, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, Magali et Sylvie, mais à chaque fois que je jardine dans une rue, je me fais arrêter. C'est certain, au moins de 3 à 10 fois. J'ai jamais autant appris sur mon voisinage, sur les gens du quartier, qu'en jardinant dans la rue. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre à communauter avec les gens. Puis, une anecdote personnelle, ça fait 3 semaines que j'ai déménagé en coopérative, puis une des premières choses qu'on m'a dit, c'est « Hey, on va pouvoir enfin créer des gros jardins à tes côtés. On est super excités de ça. » Ça fait partie de, encore une fois, s'approprier notre milieu et échanger. Donc, Magali, je pense que tout ça va résonner beaucoup avec le programme d'agriculture urbaine de Centre Paul Roulant. Comment tu vois la production alimentaire dans ton programme? Oui, bien, absolument. Comme un vecteur éducatif et aussi qui contribue à la sécurité alimentaire. Moi, une de mes quotes préférées, c'est une quote de Ron Finley, qui est le gangster gardener de LA. Et lui, il dit, dans le fond, lui, il est vraiment parti. Donc, à LA, il y avait beaucoup d'arrondissements qui sont vraiment des apartheid. Donc, on a volontairement juste pas développé de sources de nourriture saine là-bas, donc vraiment issu du racisme et issu d'injustice et d'oppression. Donc lui, il a commencé à juste planter dans la rue et dans un documentaire, il dit « You gotta catch them early. Kids will eat kale. If they grow kale, they will eat kale. » Donc c'est vraiment l'idée de comme si dès un jeune âge, on est introduit à d'où vient notre nourriture. Tu sais, le kale, tu le manges, c'est comme mystérieux, mais pour vrai, je sais que c'est arrivé, je suis sûre que c'est arrivé pour nous toutes ici et pour tous nos bénévoles. Et quand tu découvres, là, c'est de là que ça vient un zucchini, oh my God, ou genre c'est comme ça que ça pousse des choux de Bruxelles. Puis on est beaucoup plus en contact et on valorise plus aussi le travail que ça prend de cultiver des légumes. Et ouais, comme Marianne a mentionné aussi, connaître les légumes qui poussent bien ici localement. Donc, ceci étant dit, nous, si on parle plus de chiffres, donc l'année passée, le programme d'agriculture urbaine, donc ce qui impliquait le jardin sur le toit, mais aussi notre potager à la Cité des Hospitalières qu'on gère depuis l'année passée, un potager de 60 par 30 pieds. Donc, avec ces 2 sites-là ensemble, on a produit près de 900 kilos de légumes et environ la moitié est allée à la popote roulante. Donc, c'est vraiment eux qui ont toujours priorité sur nos récoltes. Dès que la popote roulante est en capacité d'incorporer les récoltes, parce que ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours les quantités qu'ils ont besoin ou les timings qu'ils ont besoin. Dès que c'est possible, c'est incorporé dans la cuisine, dans les repas même que les personnes clientes reçoivent. Et quand je parle de personnes clientes, c'est les personnes vivant avec mobilité réduite ou en isolement social qui reçoivent nos repas. Et environ 40%
l'autre 40 c'est aller beaucoup à nos partenaires dont Partage et Solidarité et le Centre d'amitié autochtone qui, eux, font de la redistribution dans leur communauté de légumes. Et ensuite, le 10 qui reste, il ne faut pas l'oublier, c'est les bénévoles. Donc, c'est ça. Dès que les bénévoles viennent faire un quart de bénévolat, on fait une grande récolte. Ils peuvent ramener à la maison des petits légumes. Donc, ça ressemble à ça, notre production. La ferme, c'est une autre histoire. Je pourrais vous en parler aussi longuement. Mais voilà, c'est à peu près ça que ça ressemble où se ramassent les récoltes. C'est sûr que nous, on a un souhait ici de continuer à améliorer nos pratiques horticoles. Ça peut être un défi parfois, de bien connaître comme au détail près les maladies, puis les préventions. Puis je pense on a l'ambition de produire un peu plus, mais c'est ça, en gardant en tête l'impact même qui est juste de toucher une plante, juste d'être en présence d'une plante déjà, ce que ça fait. Mais voilà, ça ressemble à ça en chiffres, nous, qu'est-ce qu'on fait en production. Sylvie, veux-tu nous en parler aussi sur Carrefour Alimentaire? Oui. En fait, pour la petite histoire de la promenade des saveurs, c'est drôle parce que on cherchait vraiment un jardin productif. C'était ce qu'on voulait, d'avoir une capacité de production assez grande pour pouvoir justement redistribuer à la communauté. Nous, on travaille avec des personnes à faible revenu, puis c'est ça notre public cible, en fait, malgré qu'on rejoint une population mixte, puis on veut que ce soit une population mixte, mais tous nos efforts de mobilisation, puis les personnes qu'on vise à rejoindre, c'est vraiment les personnes à faible revenu pour augmenter l'accès à la saine alimentation. Et on cherchait vraiment comment on pouvait avoir ce jardin productif-là. On est en plein milieu du centre-ville. Les espaces sont vraiment limités. Fait que c'est un des premiers objectifs, en fait, de la Promenade des saveurs, c'était ça, c'était d'avoir quelque chose qui était productif. Puis c'est drôle parce que, tu sais, tout le volet social, justement, des jardins collectifs ou des jardins communautaires est très, très, très documenté. Puis c'est là où on a le plus de résultats, sauf que il y a quand même beaucoup de résultats au jardin collectif. Ben, c'est plus notre volet, là. Je connais un petit peu moins pour les jardins communautaires, mais pour les jardins collectifs, il y a une grande... on a des grands résultats aussi. Tu sais, je suis vraiment impressionnée là, par 900 kilos de nourriture. Là, c'est énorme. Tu sais, puis quand on dit ça, les gens... En tout cas, je trouve que c'est abstrait comme chiffre parce que c'est aussi, tu sais, c'est un poids, mais c'est le volume que ça a, ces aliments-là. Puis, tu sais, on s'entend-tu qu'une laitue, ça pèse rien? Fait que, tu sais, pour arriver à 900 kilos de nourriture récoltée à Montréal, là, c'est merveilleux. Vraiment, bravo. Je suis super impressionnée. Puis, bravo, Centre-Paul. De notre côté, en fait, c'est difficile de l'évaluer concrètement parce que comme on est une rue ouverte où il y a beaucoup d'autorécoltes, on arrive à un chiffre que nous, on fait durant les séances de jardinage. Puis, on a des journées aussi de collecte de données où on va mesurer, on va peser justement le poids des auto-cueillettes, là, de l'auto-récolte. Donc, on arrive à une estimation d'environ 450 kilos dans la rue. Fait qu'on est, on est aussi super fiers de tout. C'est un beau résultat. Mais ce que j'ai envie de parler, en fait, c'est aussi les valeurs ajoutées. Oui, c'est un chiffre, là, 450, mais j'ai juste envie de parler de les fines herbes, à quel point ça coûte cher à l'épicerie d'avoir des fines herbes. Puis c'est pas accessible à tout le monde de s'acheter une variété de fines herbes, d'avoir du basilic, du persil, de la ciboulette. Les gens à faible revenu vont pas avoir cette variété
de végétaux-là. Les fleurs comestibles aussi, c'est pas quelque chose à laquelle on va aller acheter, là. C'est pas, en fait, ça se retrouve pratiquement pas sur les tablettes d'épicerie, alors que c'est vraiment quelque chose qui est beau, qui est visuel, qui donne envie de manger. Nous, on a aussi un jardin de champignons qui est juste à côté de la promenade des saveurs. Puis, les, tu sais, on riait ce matin justement avec la Cordeau de la promenade des saveurs qui nous disait quand on fait l'évaluation au début puis à la fin de la saison, les gens, tout ce qu'ils nous disent, c'est des champignons. On veut des champignons. Ce que tu aimerais apprendre le plus, des champignons. Tu sais, avoir accès à des pleurotes dans un jardin, c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est un produit qui est considéré de luxe quasiment. Puis de pouvoir aller faire ta propre récolte de ça apporte vraiment une valeur ajoutée. Fait que oui, il y a tout le côté de la production alimentaire qu'on va contribuer dans l'assiette, mais il y a aussi ce que ça a en termes de bien-être puis de saine alimentation. J'aime beaucoup ton exemple du kale parce que si tu n'y as jamais goûté, puis tu n'auras peut-être pas envie de l'acheter à l'épicerie parce que tu ne vas pas dépenser pour 3,50 $ si tu ne sais pas que tu aimes ça, alors que si tu peux c'est un autre moyen d'y goûter gratuitement, ça contribue justement à la saine alimentation. Donc voilà, c'était un petit éditorial sur la valeur ajoutée des légumes qu'on a dans nos jardins collectifs. Puis sinon, où est-ce que ça s'en va, nos légumes? Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, là, c'est vraiment partagé avec nos jardiniers, jardinières dans nos séances de jardinage. On a aussi les repas communautaires, nos bols du quartier qui sont 2 fois par semaine au centre communautaire d'alimentation. Puis, c'est nouveau, ce centre-là. Puis, on commence là, tranquillement à introduire les récoltes au repas communautaire. Là, la semaine dernière, justement, on a mangé une super belle salade verte qui a été récoltée dans nos petites serres passives. Fait que, tranquillement, en fait, c'est comme principalement nos jardinières, l'autorécolte aussi qui occupe, j'ai pas les chiffres, mais probablement un 50% des récoltes. Puis sinon, c'est au travers de nos programmes de transformation alimentaire que ça va être tourné, en fait, qu'on va les passer. OK, Voilà. merci. Merci, Sylvie. En tout cas, chapeau pour vos belles initiatives. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour justement cultiver des communautés solidaires. Avez-vous des conseils, des tips, des idées là, en fait, qui pourraient inspirer les gens qui nous écoutent en ce moment? C'est quelqu'un qui... Je peux y aller rapidement, puis je vais laisser les experts du milieu y aller par la suite, mais je pense qu'une des forces de Cultiver Montréal puis qui se représente bien dans un jardin, c'est la diversité. Plus que tu montres tout ce qui est possible, plus tu donnes le goût aux gens aussi d'en faire autant. Puis, tu l'avais bien mentionné aussi, Sylvie, pour moi, un bon jardin, ça a toujours été un beau jardin d'une certaine manière, dans le sens l'émerveillement. C'est tellement important pour... après ça, que les gens aient le goût d'apprendre mieux à connaître. Puis la dernière chose, c'est l'accessibilité. Hein? Donc, que ça soit accessible universellement aux gens de pouvoir y aller, d'où l'intérêt des jardins de rue de plus en plus présents. Hein? Je parle haut et fort en espérant que quelques personnes de la Ville de Montréal nous entendent en ce moment, qu'il n'y a rien de mieux que d'ouvrir les portes de plus en plus aux acteurs et actrices en agriculture urbaine dans les espaces publics, pour autant améliorer la santé mentale, physique qu'alimentaire des citoyens et citoyennes de Montréal. Et ça, c'est en faisant des jardins accessibles qu'on va s'assurer que tout le monde puisse y avoir accès parce qu'en effet, là, comme l'a si bien dit Magali avec lequel, moi, j'ai jamais vu autant d'enfants manger du céleri que quand il était à portée de main, qu'ils pouvaient craquer la tige et la manger directement. Il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant tout à coup vraiment content de manger un légume. C'est rare que ça arrive autrement. Je ne sais pas si tu veux continuer, Magali, là, je te passe la parole. Oui, moi, je pense qu'un truc qui me vient en tête, c'est la célébration puis les événements. Donc, à Centre-Paul-Roulant, on aime beaucoup les événements. Et avant la pandémie, on en faisait comme 10 par année. Puis, on le voit à quel point organiser un événement qui devient vraiment un espace de célébration et de hey, venez, on va manger ensemble, on va danser ensemble. Ouais, c'est vraiment des lieux qui peuvent
Et donc, et dans les jardins encore plus, créer vraiment un sentiment de comme, hey, on est ici, puis on fait du beau travail, puis tout le monde est impliqué, puis tout le monde, ouais, a de ça à être célébré. Et sinon, un autre truc qui me vient en tête, je pense, c'est de vraiment pas hésiter d'aller vers les gens, puis de poser des questions, puis tu sais, il y a tout le temps le petit moment, hein, quand on voit quelqu'un qu'on connaît pas, puis on est comme, ah, est-ce qu'on va les voir ou non? Puis là, il y a comme, ouais, genre, je pense que si dans l'intérieur de ce qui est possible, de créer des ponts avec tous et tout le monde qu'on croise dans nos chemins de vie, puis de poser des questions et de comme être à l'écoute et de créer des liens comme, ouais, et healing the world one interpersonal exchange at a time. Donc, d'être là pour comme entendre les histoires des gens, puis je pense que ça peut beaucoup aider pour créer des communautés plus soudées. Je m'arrête ici. Sylvie? Ben, en fait, la première chose qui me vient en tête, c'est de faire confiance. C'est comme, pour vrai, les choses se passent. C'est, c'est un peu, des fois, on a tendance à suranimer ou, tu sais, à occuper puis avoir une espèce de programmation. Mais honnêtement, avec un jardin, des tables à pique-nique, des bancs, là, il y a quelque chose qui se passe sans qu'on ait à être là continuellement. Évidemment, il y a besoin, tu sais, pour avoir des beaux jardins puis des jardins qui sont productifs, on a besoin d'une équipe autour de ça. Puis, oui, autant où les bénévoles, c'est la richesse, mais tu sais, c'est pas vrai que ça se fait tout seul non plus. On a besoin d'avoir une équipe qui s'en occupe puis qui a une vision un petit peu plus macro du projet, mais de faire confiance que la communauté, en fait, va se parler quand il y a cet espace-là. Et tu sais, surtout en pandémie, on l'a tellement vu à quel point les gens se sont appropriés. Nous, dans notre cas, là, la promenade des saveurs, on a vu à quel point tu sais, les gens viennent manger leur lunch, puis là, justement, ils vont se poser des questions, etc. Fait que, ouais, le petit truc que j'avais, c'est de faire confiance que les gens, ça va se passer. Il y a quelque chose qui va arriver. Ouais, ben, merci pour vos conseils. Euh, D'ailleurs, vous pourriez aussi nous partager la façon de prêter main forte aussi. Tu sais, tu disais que c'est réalisable grâce à des équipes, mais est-ce que vous pouvez nous partager, dans le fond, la démarche pour les personnes qui aimeraient prêter main forte à vos projets? Ben, de notre côté, simplement aller justement sur le site de Cultiver Montréal dans le gros bouton Le réseau. Puis, si vous voulez regarder vraiment qu'est-ce qui se passe de manière sociale, on a justement un champ d'action qui s'appelle Agriculture sociale et collective. Et là, vous allez avoir tous nos membres qui sont souvent très, très ouverts à recevoir une tonne de bénévoles. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter ou simplement aller les visiter. Ça, c'est une belle façon de s'inspirer puis de voir comment ça se passe. De notre côté, à Cultiver Montréal, ben, venez nous voir au festival et parler avec justement les exposants. Ça va être une bonne façon de voir aussi comment vous pouvez vous impliquer et voir comment les collaborations, hein, ça peut créer des endroits magiques. Donc, qu'on se retrouve soit sur l'avenue Montréal, au rendez-vous horticole, ou que ce soit à Verdun, où les 19 arrondissements ont réussi à notre manière, grâce à tous nos membres, à cultiver toujours plus de belles plantes pour tout le monde. Tu veux continuer, Mike? Je pourrais te vers Sylvie, voir si. Mais non, je peux y aller tant qu'à y être. Oui, venez faire du bénévolat avec nous. On a toujours besoin de monde. Dernièrement, beaucoup, beaucoup à la ferme et dans nos autres champs à Centre-Paul-Roulant. Mais bientôt, là, on a beaucoup d'engagement dans les jardins. Typiquement, avec l'été, l'été qui avance, les vacances qui arrivent en nous, c'est sûr qu'on va avoir besoin de votre aide. Donc, je mets un lien. Je ne sais pas si les gens voient le chat dans le live, si jamais c'est possible de le passer pour que les gens le voient. Mais bon, il y a un lien pour devenir bénévole. On a toujours besoin de bénévoles. Venez nous voir. Oui, ça va être partagé là, sous peu. Dans quelques secondes, là, on le partage du côté du Facebook Live. Merci, Magali. Même chose pour le Carrefour, en fait, c'est vraiment super. On essaie d'être le plus accessible possible. Fait que sur Internet, je deviens bénévole ou membre du Carrefour. Puis si les gens, vous ne trouvez pas votre bonheur avec l'agriculture urbaine, on a vraiment plein d'autres possibilités d'être bénévole au Carrefour, là, entre autres à l'épicerie, compagnie, le marché, en cuisine. Donc, vous pouvez faire vraiment toute la boucle du système alimentaire aussi. Là, fait que c'est une belle façon en fait, de rejoindre la communauté de Centre-Sud en allant sur notre site Internet.
Parfait, merci. Puis avant d'ouvrir la période de questions, je me demandais si vous aviez des bonnes ressources justement à partager, des trucs que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent. Si c'est des liens, vous en avez déjà parlé, vous avez des pages web intéressantes à visiter, mais si vous avez d'autres, là tu parlais, Magali, du Gangster Gardener, c'est ça? Ou si vous avez d'autres ressources que vous avez envie de partager, on vous invite à le faire, mais on va transférer les liens vers le chat. Ouais, je peux vous parler. Je vous recommande vraiment fortement. C'est un documentaire qui s'appelle Can You Dig This? Donc, j'ai pas le lien, mais Can You Dig This? C'est le nom du documentaire du Gangster Gardener qui fait vraiment du beau travail, puis qui parle ouvertement aussi d'enjeux de racisme et d'oppression systémique. Donc, je vous recommande fortement ce documentaire-là. Sinon, je vais continuer à vous taper les oreilles avec le site de Cultiver Montréal parce qu'il y a tellement de champs différents, dont le babillard qui met autant de l'avant des emplois en agriculture urbaine. Donc, si vous êtes tellement motivé que vous avez le goût de vous mettre la main à la pâte et de travailler en agriculture urbaine, il y a plein d'opportunités aussi avec des gens qui ont plus ou moins d'expérience et qui veulent apprendre à le faire. Puis, en plus, on met aussi plusieurs sites bénévoles aussi qui sont des charges peut-être des fois un peu plus importantes en agriculture urbaine pour que vous appreniez vraiment avec des organismes à continuer à cultiver des beaux légumes et fruits. Donc, voilà. Moi, il n'y a rien qui me vient. On dirait que j'ai comme un trou béant, alors que j'ai plein de ressources. Mais je sais que j'ai utilisé énormément de guides d'apprentissage, là, notamment que j'ai que j'ai trouvé à la bibliothèque du Jardin botanique. Là. Fait que ça, c'est une source inépuisable de bonnes sources. Mais puis j'ai aussi beaucoup appris dans les rendez-vous horticoles. Fait que c'est vrai que je ne vais pas faire la promotion. C'est vrai que c'est une excellente source d'information. Oui, ben c'est sûr que là, on va avoir l'air d'être arrangé Oui, avec c'est le ça. gars début, mais c'est vrai, il va avoir, entre autres, l'École des métiers d'horticulture de Montréal. Il va avoir justement un service conseil par des étudiants qui peuvent aider pour l'aménagement de jardins. Mais il y a aussi la bibliothèque, comme tu mentionnais, la bibliothèque du Jardin botanique, là, c'est vraiment un petit joyau qui est un peu pas méconnu, mais en tout cas, moi, je pense qu'il est méconnu pour certains et certaines, là, mais c'est vraiment une caverne d'Ali Baba, des livres sur les plantes. Moi, quand j'ai découvert ce lieu-là, j'étais vraiment surprise. C'est vraiment un lieu à découvrir. Une toute petite bibliothèque, mais avec une foule de ressources. Puis justement, vous pouvez emprunter des livres si vous êtes amis du jardin. Donc, il y a plusieurs personnes qui habitent à Montréal qui sont amis déjà du jardin, donc c'est super pratique. Mais oui, merci. On va aussi partager les autres. Sylvie, si tu as quelque chose qui te vient en tête là, au cours des prochaines minutes, tu pourras juste le partager, il n'y a pas de problème. Oui, ben justement, en fait, Ouais. Julie, il y a aussi l'école d'agriculture urbaine qui se passe au mois d'août, puis les inscriptions sont encore en cours et j'ai aussi beaucoup appris personnellement dans ces échanges-là. Puis c'est aussi un bon milieu pour réseauter, pour développer cet apprentissage. Et je sais pas si je peux t'arrêter, mais je sais qu'il va aussi avoir une visite là, du Centre-Sud et ses différents aménagements urbains. Donc, c'est une bonne façon d'en apprendre plus. Super, merci. Oui, c'est vrai. Donc là, on pourrait ouvrir la période de questions. Il y a déjà des questions qui ont été envoyées par certaines personnes, donc je vais vous les relayer. Il y a une Sabrina qui demandait en fait si on avait une idée, ben, en fait, je pense qu'elle souhaitait des propositions de semis à prendre pour des endroits plus en sécheresse et chaleur, parce que justement, vous faites des jardins dans des rues. Vous savez que des fois, l'arrosage a ses limites. Avez-vous des plantes là, super résistantes pour la sécheresse, chaleur? Je sais que le houblon est une des plantes qui est le mieux connue pour adorer la chaleur et la sécheresse. Ça fait un full beau feuillage, donc ça remplit bien un espace, ça le rend vert rapidement. Après ça, le houblon, bon, c'est peut-être débattable de voir à quel point ça contribue à la sécurité alimentaire en soi, mais c'est une plante qui tolère super bien la chaleur. Sylvie ou Marianne, en avez-vous d'autres à suggérer? Ben, en fait, moi, je suis vraiment une adepte du compagnonnage. Hein. C'est un peu dans ma maîtrise en ce moment.
justement, qui est relié au jardin botanique. Et donc, tu sais, d'essayer de penser à des plantes qui peuvent faire de l'ombre à d'autres, comme le houblon, par exemple, en les faisant pousser sur la pergola, mais vous allez avoir un peu plus de pause pour les légumes qui vont pousser en dessous. J'aime bien, par exemple, faire pousser le kale qui va devenir un peu un parapluie pour de la laitue qui va pousser en dessous, par exemple. Donc, pensez juste en termes de faire des strates. C'est bon pour la biodiversité en général de recréer des petits écosystèmes comme des petites forêts. Je ne sais pas si tu as d'autres idées, Sylvie. Et en fait, j'allais aussi dans ce sens-là, mais j'avais l'épinard de Malabar dans la tête là, qui va créer beaucoup d'ombrage. Puis, tu sais, tous les légumes racines n'aiment pas être noyés. Fait que des fois, c'est des bons tests à avoir dans les jardins collectifs ou ouais, les jardins plein de rue. Puis, mais j'avais juste un petit truc de pas faire de jardin s'il n'y a pas de source d'eau à proximité parce que c'est vraiment important d'avoir une source d'eau à proximité. C'est à ne pas banaliser. Euh, et je pense que c'était plus une discussion qui était sur le chat, hein. Il y avait Carole qui disait un grand merci, puis que vous avez une énergie communicante, puis ça lui donne le goût de s'impliquer à l'occasion comme bénévole. Donc, c'est génial déjà que cette table ronde porte fruit. Il y a aussi Julie là, qui mentionnait que c'était facile de faire du bouturage avec des plants de fines herbes, qu'on pouvait juste se prendre une tige ici et là. Je ne sais pas si vous partez les filles toujours de semis pour vos productions ou vous allez avec des producteurs locaux. Magali, par exemple? Je suis pas sûre d'avoir bien compris du bouturage pour des fines herbes. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Mais ouais, nos fines herbes, on en a quelques-unes qui sont vivaces depuis longtemps dans nos jardins. C'est sûr que on est des fans de vivaces. On vous recommande tes menthes, ciboulette, ces deux super fines herbes. Ça vaut la peine de les acheter déjà en semis, parce que partir en semence, ça peut être un petit peu plus difficile. Oui, en effet, l'origan aussi, c'en est un autre qui vraiment là, va bien proliférer puis que vous en manquerez pas, même qu'il y a des dangers que ça prenne trop de place. Mais oui, ça, c'est mes recommandations. Ouais, puis c'est plus facile de les acheter en semis que de les partir en semence, ça, c'est sûr. Puis, est-ce que justement, quand vous faites la culture en bac, est-ce que vous les laissez à l'automne? Est-ce qu'il y en a certaines qui survivent dans vos structures ou vous Euh, replantez à chaque saison? Oui, c'est mieux de les rentrer. Sinon, un autre truc aussi, c'est de trouver un endroit où tu peux comme creuser. Mettons, tu as, une cour pas loin, tu peux creuser un trou puis mettre ton pot dedans. Puis ça va aider à prévenir du gel aussi. Parce que, ouais, il y a certaines plantes qui vont survivre. Puis surtout, si c'est le plus grand ton pot, le plus elle va avoir de chances de survivre. Mais sinon, de le rentrer ou de faire un trou dans un autre jardin. Ouais, la fine herbe, pour bien commencer, je crois, qui est des fois peut-être un peu plus dur à partir en semence, comme l'a dit Magali, mais tout est possible si vous voulez le faire. Mais une fois que vous en avez, ça va proliférer pour toujours, c'est quasiment pas tuable, c'est la ciboulette. Donc, qui est vraiment aussi rustique au Québec. Donc, vraiment, jusqu'à une certaine zone là, plus nordique, va vraiment bien proliférer. Puis même encore là, dans les zones plus nordiques, va peut-être demander un peu plus d'aide. Le truc de Magali pourrait être excellent de ce côté-là, mais vraiment très résiliente au froid et au piétinage et à toutes les intempéries possibles. Puis après ça, à chaque fois que vous avez des fleurs, puis qu'elles sèchent, vous avez des milliers de petites semences qui vont se propager sans même que vous faites quoi que ce soit. Merci. Ouais, puis les fleurs de la ciboulette, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais elles sont super jolies, puis elles attirent aussi les pollinisateurs. Donc, c'est bénéfique, ouais. Il y a Carole. Ah, attendez. Il y avait, j'essaie de retrouver son nom, qui disait en fait plus de jardins communautaires. Il y avait une personne qui disait ça, puis ça fait un peu écho à la réalité, moi aussi, à laquelle j'ai été confrontée. J'ai voulu m'inscrire récemment à un jardin communautaire, puis ça disait que j'ai été inscrite sur une liste d'attente de 7 ans. Mais dans le fond, avec cette table ronde, on comprend aussi que le jardin communautaire, ce n'est pas la seule et unique option si on a envie de jardiner. Oui, il y a notre balcon, notre espace privé, mais il y a également d'autres projets auxquels on peut s'impliquer. Parce que c'est pas
tout le monde qui a la chance d'avoir des jardins communautaires. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Ouais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, si je peux juste ajouter, tu sais, Marianne, tantôt disait, c'est mieux d'apprendre à pêcher que de donner un poisson, mais j'ajouterais juste, encore faut-il avoir les outils pour pêcher ton poisson. Puis, tu sais, des fois, à Montréal, même si tu as l'argent pour acheter, t'habites en appartement, tu n'as même pas de balcon, tu te trouves à être du mauvais côté du soleil. Donc, d'avoir des espaces collectifs comme ça ou des espaces publics où l'agriculture est à l'honneur, ben ça permet aussi aux personnes qui ont envie de contribuer puis d'avoir un espace où cultiver, à s'impliquer, en fait. Donc, oui, plus de jardins communautaires, mais j'ajouterais plus de jardins collectifs aussi. Oui, vraiment, je fais vraiment écho avec ce que tu viens de dire, Sylvie. Puis bon, je pense qu'il y a une problématique que la Ville de Montréal se rend compte de plus en plus. Puis j'espère encore une fois que quelques-uns nous écoutent en ce moment. Ils sont tout à fait conscients de la problématique des jardins communautaires. Puis bon, ils viennent d'investir de l'argent pour en augmenter puis améliorer ceux qui existent déjà. Mais c'est déjà démontré que beaucoup de, c'est des parcelles individuelles. Il y a moins l'esprit communautaire malgré leur nom dans un jardin communautaire. Et c'est démontré que souvent, ça va être les premières personnes qui vont être présentes et qui vont y accéder, c'est des personnes souvent plus privilégiées, alors que dans un jardin collectif, qu'importe d'où tu viens, où tu arrives, tu peux mettre la main à la pâte n'importe quand durant la saison, puis ça l'amène aussi un engagement qui est moins dur pour des personnes, justement, qui peuvent avoir des vies plus remplies pour survivre, justement, puis faire la mutualisation des ressources. Donc, n'hésitez pas à aller regarder autour de vous, premièrement dans les organismes communautaires, on va aller voir sur le site du réseau de Cultiver Montréal, mais il y a plein de collectifs dans des rues, par exemple, comme le Manche-Trottoir dans Villeray, il y a le Jardin collectif de Montréal-Est. Il y en a de plus en plus dans tous les arrondissements, puis on espère que la Ville ouvre de plus en plus justement à ce type de projets qui sont ouverts à tout le monde et gratuits. Parfait. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir une dernière question. En fait, non, il n'y avait pas de dernière question. Donc, je regarde l'heure. Il est 18 heures. C'est déjà la fin, mais honnêtement, on pourrait en parler encore beaucoup plus longtemps, hein. On a fait ça quand même très brièvement. Donc, je vous invite à consulter aussi les pages, les sites web des trois personnes, des trois invités. On va les partager dans le chat pour en apprendre plus, pour vous impliquer aussi. Également, je vous invite à venir nous rencontrer lors de rendez-vous horticoles en présentiel, vendredi, samedi et dimanche. J'ai oublié de mentionner aussi Marianne qui allait avoir également un kiosque de l'Institut de recherche en biologie végétale. Parce que, ouais, je pense que toi, tu vas être un peu aux deux endroits, mais j'ai mentionné l'École des métiers d'horticulture. Il y a plein d'exposants, mais il y a aussi l'IRBV qui va avoir un beau kiosque où on va parler de recherche puis de projets innovants, puis vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Puis voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup Magali, Marianne, Sylvie. Je vous laisserai un mot de la fin si vous avez envie de partager quelque chose, une petite phrase pour terminer, pour conclure cette magnifique table de discussion. Je vous laisse la parole. J'espère qu'on a réussi à titiller la curiosité et l'envie de jardiner avec nous cet été. Moi, comme l'a bien mentionné Julie, je vais être très présente au rendez-vous horticole, mais aussi à Cultivons le plateau qui a lieu la même fin de semaine le samedi. Et je sais que Magali va être présente à ce moment-là aussi. Donc, vraiment, ça me ferait plaisir de vous voir en vrai, hein. Ça fait toujours du bien après quelques rencontres virtuelles et de continuer ces échanges de plus en profondeur. Donc, bon été, bon jardinage. Oui, merci. Merci d'avoir été là, vraiment. Et je vous souhaite un été plein de couleurs et de légumes et de pas trop de canicule. Venez nous voir aux événements. Il y a plein de choses qui se passent, comme le Festival Cultiver Montréal qui se passe. Vraiment, c'est la parfaite occasion pour se déjeuner, aller rencontrer. Donc, on a hâte de vous voir et je vous souhaite un bel été.
Eh oui, merci tout le monde. Puis en fait, j'avais juste envie d'avoir un appel à l'action. Puis tu sais, n'hésitez pas à demander à vos élus, à vos conseillers de ces espaces, ces aménagements comestibles-là. Tu sais, nous, l'arrondissement a aussi mis des arbres fruitiers, des aménagements comestibles. Puis si vous n'êtes pas dans le centre-sud ou dans le plateau, ben demandez-le. C'est vraiment riche pour tout le monde, en fait, d'avoir accès à ça. Donc, voilà. Merci tout le monde. Merci les filles. Puis on vous invite également à la conférence qui commence à 19h. Il y a une autre conférence ce soir avec Stéphanie Wang du RISEN qui va nous parler de la culture de légumes asiatiques biologiques. Donc, restez à l'affût, puis surveillez justement notre page Facebook Espace pour la vie pour participer aux prochains événements virtuels. Vous allez pouvoir avoir des petits rappels. Donc, merci beaucoup. À bientôt.